journalistes, nos caméramans, les preneurs de son pour Europe 1 aussi, parce que voilà, ou en tout cas les journalistes d'Europe 1 qui sont aussi sur la manifestation. Chaque journaliste est une cible, chaque policier est une cible. On va le décrire peut-être pour nos amis auditeurs d'Europe 1. On a un certain nombre de policiers, gendarmes qui sont stationnés dans une atmosphère plutôt calme pour l'instant, Jean-Christophe Couvi, pas de casque, ils ne sont pas casqués, ils sont donc plutôt affables. On sent qu'on n'est pas au pic de tension de la manifestation. Non, pour l'instant, on voit que en fait, les manifestants arrivent, ça se passe bien, il y a une bonne physionomie, comme on dit, et du coup, on met casque, voilà, on enlève le casque et on met le calot parce que ça montre. C'est un vrai aussi, signe, ça, voilà. Oui, puis ça montre aussi aux manifestants que voilà, on va pas charger, il n'y a pas de tension. En fait, on tient une position parce qu'effectivement, l'évacuation doit se faire, mais pas dans l'anarchie. Il y a un sens, il faut qu'on maîtrise, mais en même temps, il faut toujours garder une fluidité. Le secret, c'est ça, c'est que ce soit fluide tout le temps, tout le temps. Donc pour l'instant, c'est bon enfant. Il fait beau, il fait chaud. Donc on laisse, je pense qu'il y a aussi la préfecture qui laisse un petit peu justement les badauds profiter un peu de ce moment. Et à un moment donné, à la fin, quand les cortèges seront arrivés, là, effectivement, il faudra évacuer la place et que la physionomie reprenne. Bien et sûr. souvent, quand ça commence à se vider, ce qu'on fait aussi à technique, on fait intervenir la voirie. Et quand vous arrivez avec les jets d'eau, les camions et tout, Ça dissuade. vous faites arroser les gens, mais à un moment donné, vous partez. Louis de Ragnel, il y a eu un certain nombre d'interpellations tout au cours de cette manifestation. Oui, alors pour Paris, il y a eu au total maintenant à cette heure 34 interpellations, ce qui globalement n'est assez pas peu. est énorme. Selon plusieurs sources policières, le premier comptage estime à 32 000 le nombre de personnes qui ont participé à la manifestation parisienne. Il y a un deuxième bilan qui doit être fait en fin de journée. Et puis du côté des blessés, 3 gendarmes mobiles ont été blessés, un policier, un CRS et puis un policier de la DOPC, la direction de l'ordre public et de la circulation. Voilà, c'est un bilan provisoire et normalement à 18h, pardon, c'est celui de 18h, à 20h on aura un bilan définitif. Et on entend les slogans des manifestants pacifiques qui arrivent sur cette place de la Nation. Catherine, ce qui a été marquant aussi pendant ce cortège, c'est que les militants socialistes ont été attaqués. Jérôme Guedj, qui était notre invité ce matin sur l'antenne, invité de Sonia Mabrouk, a été conspué une fois de plus. Il a refusé de quitter le cortège, mais il a failli être lynché par la foule. C'est aussi un symbole. Oui, on ne sait pas si c'est téméraire ou imprudent, d'ailleurs, pour lui d'aller... Courageux peut-être. Oui, mais téméraire, oui, et courageux, hein, oui. Mais normalement, dans des manifestations comme ça, quand on sait, quand on suit l'odeur, qu'on peut être menacé, on vient avec un service d'ordre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de militants au PS aujourd'hui qui sont capables de faire le service d'ordre, comme il n'y a plus de militants de la CGT qui font du service d'ordre. Et donc, mais on a vu, il n'y en a plus. Mais ça ne pouvait pas, ça a été pour lui difficile. Et bon, on a bien vu que quand les manifestations disaient on déteste le PS, c'est tous ceux qui sont déquéfiés et qui voient dans le PS un parti pro-Israël. Et voilà, et dont évidemment Jean-Luc Mélenchon a dit que de Jérôme Guedj qu'il était dominé par sa culture. Moi, je trouve comme oser dire ça pour dire qu'il est juif, terrible. Je trouve que c'est épouvantable. On va revenir là-dessus. C'est fou. Allez-y, Catherine, terminez. Cette manifestation, ça ne pouvait pas être un grand cru, parce qu'elle ne s'adossait sur aucune grande loi qui pose problème. Aujourd'hui, 1er mai, des minima sociaux ont été relevés, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Tandis qu'en 2023, où ça a été apparu une manifestation terrible, où il y a eu quand même sur le territoire 108 policiers et gendarmes blessés, 330 arrestations, il y avait la loi sur les retraites et 700 000 personnes sur tout le territoire. Et là, aujourd'hui, on est sur un cru. je ne suis pas sûre qu'il y ait modéré. Personne à Paris. Et quand on regardait, enfin, la foule était assez... On va rejoindre une des équipes d'Europe 1 qui se trouve place de la Nation. Vous avez pu suivre le cortège ainsi que les tensions. Expliquez-nous comment s'est déroulée cette manifestation. Sans Laurence, les violences ont d'abord commencé dès le début du cortège, après quelques centaines de mètres sur le parcours. On a vu une nébuleuse se former, donc des Black Blocs, environ, il fait 50 au début, environ 50 Black Blocs, donc ils se sont tous encagoulés et qui ont pris à partie le stand du Parti Socialiste où se trouvaient certains élus, mais surtout le député socialiste Jérôme Guedj. Là, plusieurs dizaines de personnes vêtues de noir
ont tenté de s'en prendre physiquement à lui. Il a dû être exfiltré par les CRS. Ensuite, les violences se sont poursuivies. Avenue de Ménil, donc au milieu du cortège, la Bravem a dû intervenir. Vous savez, c'est cette unité de policiers mobiles à moto qui se déplace très rapidement sur les cortèges. Et donc, a dû intervenir au moins une dizaine de fois. Et enfin, des violences vers la fin du cortège. Des dizaines de commerces ont été dégradés, des vitrines brisées par les casseurs. Sous mes yeux, par exemple, un magasin Picard, deux Black Box, qui ont pris des barrières et ont cassé les vitrines. Voilà un premier mai sous les tensions, on l'a dit, beaucoup de violence. Là, actuellement, la foule est en train de se disperser, place de la Nation. De nombreux policiers encerclent cette place. Et chose qui m'a frappé, au milieu de la place, sur la statue, une cinquantaine de jeunes, drapeaux palestiniens, kurdes, anticapitalistes, mais aucun drapeau tricolore, aucun drapeau français. On le rappelle, un 1er mai, qui est pourtant le jour de la fête du travail en France. Évidemment, vous avez raison de le souligner, Gauthier Lebret. Ce qui a été très marquant aussi, c'est le nombre de drapeaux palestiniens présents dans ce cortège. Quel est le rapport avec le 1er mai ? Qui est comme devenu un emblème, en réalité. Un emblème pour ceux qui, je ne sais pas, qui sont-ils, des antifas, comment on peut les appeler ? Non mais c'est vrai que maintenant, ces manifestations qui ont pour but de d'abord célébrer les travailleurs deviennent un conglomérat de différentes luttes. Donc on a eu la lutte pro-palestinienne. Ensuite, il y a Jean-Luc Mélenchon dans son discours en début de journée qui a dit que c'était la lutte contre le racisme, cette manifestation. Et puis, pour revenir à ce qui s'est passé et à notre journaliste qui nous parlait de Jérôme Guedj et du stand du PS qui a été la cible des antifas, qui arme idéologiquement les antifas? Qui fait en sorte qu'on cible Jérôme Guedj quand Catherine Ney rappelait les propos de Jean-Luc Mélenchon? Et puis Jérôme Guedj, en l'espace donc de 4 jours, dimanche, place de la République, il est exfiltré au cri de sale sioniste, pour ne pas dire sale juif, puisque maintenant, il faut arrêter, l'antisionisme est un antisémitisme, et ceux qui disent sale sioniste pensent en réalité sale juif. D'ailleurs, on a retrouvé ce slogan aujourd'hui pour dire PS, c'est en fait parti sioniste, c'est plus parti socialiste, c'est parti sioniste. On dit les militants qui ont pris pour cible le parti socialiste. Et moi, la question que j'ai envie de poser, quand j'ai vu que Olivier Faure a terminé son tweet de soutien à ses camarades qui ont été pris pour cible, merci à nos camarades de la gauche qui nous ont écrit. Ça s'arrête où, les camarades de la gauche? Est-ce que ça s'arrête à LFI? Est-ce qu'un Gabriel Attal, il appelle à voter la France insoumise une nouvelle fois? Est-ce que François Hollande, il accepte une nouvelle fois l'alliance qui va de l'ancien président de la République au chef des Antifas, Raphaël Arnaud? Moi, c'est tout ça que j'ai envie de savoir, puisque maintenant, quand on cible un député parce qu'il est juif, quand on organise des manifestations avec des militants qui le font, est-ce que c'est pas le temps de sonner le glas de cette alliance qui n'aurait sans doute jamais dû voir le jour? Là, on a quelques extraits des tensions qui sont déroulées pendant cette manifestation. Éric Nolot, on va voir dans un instant aussi et écouter ce qui s'est passé avec Jérôme Guedj, parce que c'est très important. Le Parti socialiste, c'est le fait majeur du jour. Tué, lynché, protégé par les policiers des cortèges de manifestants. Non, mais je voudrais dire que ce que nous appelons une manifestation qui se passe bien, c'est une manifestation où néanmoins un député socialiste manque de se faire lyncher. C'est néanmoins une manifestation où les journalistes doivent être protégés par l'anonymat. Et c'est une manifestation où, sur une statue plantée place de la Nation, j'insiste sur le mot Nation, il n'y a pas un drapeau national français. Tout ça, parce que nous sommes habitués à la dégradation de la situation, nous qualifions ça de manifestation normale, ce qui est vrai par rapport à d'autres. Mais c'est assez dire la dégradation de ce climat politique. Écoutez ce qui s'est passé lorsque Jérôme Guedj était en train de manifester, les huées, les insultes et ce qu'il a dit aussi, refusant de quitter le cortège. On écoute.
Voilà pour Jérôme Gage qui est resté dans la manifestation malgré la haine autour de lui. Donc tout le monde déteste le PS. Cassez-vous, collabo, Catherine Ney. C'est une situation extrêmement tendue pour les socialistes. Oui, mais et ça annonce quoi pour les années qui viennent ou les mois qui viennent et les échéances qui arrivent? Ça rien. va être rien, et ça, une division de la gauche qui, en tous les cas, qui est préjudiciable pour elle, parce que c'est vrai, Monsieur Lebret avait raison de dire que l'alliance du Front populaire n'est plus possible aujourd'hui. Oui, en même temps, là, Olivier Faure, comme le disait Gauthier, dit il dénonce, nous n'accepterons jamais la violence de fanatiques. Oui, il ne dit pas de qui il s'agit, quoi. Oui, non, mais j'attends de voir. Gauthier. Effectivement, il est en plein congrès. Vous savez qu'en juin, c'est très simple, c'est deux lignes qui vont devoir se départager. La ligne pro-alliance portée par Olivier Faure, même si maintenant il marche sur des œufs, il semble dire que c'est fini. Sur France Inter hier, il disait LFI s'est exclu d'elle-même de cette alliance. J'attends de voir, j'ai trouvé ça assez mou. Et puis la ligne donc de Nicolas Meyer-Rossignol, qui est maire, qui est son principal concurrent, et qui disait aujourd'hui dans son tweet, en soutien à Jérôme Gage, que ces députés avaient été ciblés parce qu'ils sont juifs. Et Jérôme Gage, la dernière phrase de son tweet après ce qui lui est arrivé aujourd'hui, c'est aussi la phrase d'ailleurs d'Emma Rafovitz, qui a dirigé le mouvement de jeunesse du PS, qui elle-même a eu des attaques antisémites. Ils ont écrit tous les deux que ceux qui avaient fait ça avaient des méthodes de fascistes. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est la grande phrase de Churchill qui disait « Demain, les fascistes se diront antifascistes ». C'est eux les fascistes. Ceux qui ont des méthodes de fascistes, qui reprennent l'iconographie de Goebbels contre Cyril Hanouna. Qui sait, c'est encore eux. Donc il faut le dire, il faut le dénoncer. Et je trouve très important que deux membres du PS l'aient écrit noir sur blanc aujourd'hui. On va rejoindre. Oui, Jean-Christophe Combier, avant de repartir place de la Nation. C'était le drapeau du CNT, c'est Confédération nationale du travail. En fait, c'est un mouvement anarcho-syndicaliste. C'est les anarchistes, c'est les purs et durs. Ils font souvent d'ailleurs les manifestations le 1er mai, mais le matin, place des fêtes, parce que pour eux, là-bas, voilà, c'est leur lieu. Et donc, oui, quand les anarchistes rencontrent les socialistes, effectivement, ça fait des étincelles. D'accord, ok. Donc on ne peut pas accuser tel ou tel parti d'avoir ciblé les socialistes. Non, mais c'est important de le dire aussi. On peut faire partie de la CNT, être adhérent ailleurs, etc. Et là, enfin, là, il y a 2-3 drapeaux. Je ne dis pas que c'est tout le groupe qui fait partie des CNT, mais là on voyait le drapeau CNT. Ces gens-là ne votent pas pour le Rassemblement national, me semble-t-il. Et puis quand on a un assistant parlementaire de Madame Soudet, il y a eu des rumeurs sur son exclusion qui a été démentie depuis. En tout cas, il ne peut plus mettre un pied à l'Assemblée nationale, qui dimanche appelle à la formation de brigades d'autodéfense, qui la semaine dernière disait il faut déborder le cadre policier le 1er mai, donc qui a appelé à ce qui s'est passé aujourd'hui, qui a appelé à l'intifada, au soulèvement, en soutien à Elias Dimzalen, antisémite, fiché S, islamiste. Bon bah voilà. Et puis quand on voit la stratégie du chaos prônée par la France insoumise, de tout conflictualiser, de tout bordéliser, de souhaiter ce face-à-face pronostiqué par Gérard Collomb quand il quitte la place Beauvau, bah on y est. D'ailleurs, on n'a pas vu aujourd'hui ce Richie Thibault dans la manif. C'est bizarre, hein. Donc, peut-être qu'il y je était. pense qu'on est capable de lancer des appels comme ça à la violence et en même temps ne pas y aller, parce qu'on sait très bien que quand on va se confronter à la violence, on n'est pas taillé pour. Hein. On va repartir en direct place de la Nation, rejoindre l'une de nos équipes. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe autour de vous ? Eh bien écoutez, donc place de la Nation, l'ambiance est toujours plutôt calme. Les camions de syndicats continuent à arriver sous les acclamations des manifestants qui sont encore présents. Certains sont montés sur les abribus avec des fumigènes. On peut apercevoir de nombreux drapeaux palestiniens, bretons, des drapeaux représentant les différents syndicats de la musique. Beaucoup de manifestants ont entonné des chants. On a pu voir également certains manifestants qui sont carrément montés sur le toit d'un immeuble pour avoir une meilleure vue. Certains manifestants sont en train également de se disperser dans le calme. Ils commencent à regagner leur domicile, ou en tout cas à quitter cette manifestation. Du côté des forces de l'ordre, elles sont en train de fermer le faubourg Saint-Antoine pour éviter une reprise des tensions. Ils sont postés à l'entrée de la rue en observation.
afin que cette manifestation continue en tout cas à se dérouler dans le calme et prête à intervenir en cas de violence. Si, pour ces précisions, Michel Auboin, ancien préfet, on peut dire effectivement qu'on est sur une manifestation où il y a eu quelques heures, mais qui n'a rien à voir avec l'ampleur de ce qu'il y avait il y a 2 ou 3 ans, effectivement. Oui, tout à fait. Catherine elle l'a dit très bien tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas du tout... il n'y avait sans doute pas le fond aujourd'hui qui permettait de mobiliser des centaines de milliers de manifestants. Et donc, on a une manifestation... 32 000 personnes à Paris, c'est pas beaucoup. Non. Objectivement, c'est une petite manifestation. On le disait tout à l'heure pour les syndicats, parce que on a des syndicats, et c'est un peu dommage, parce que les syndicats, c'est quand même aussi la liberté démocratique. Donc, des syndicats qui sont un peu en perte de vitesse, qui ont du mal à organiser des grandes manifestations pacifiques, et qui sont du coup débordés par des mouvements qui, eux, sont minoritaires, mais très bien organisés. Et donc, on a une manifestation qui s'est globalement bien déroulée. On a cité des incidents. La police a déployé une stratégie qui a parfaitement fonctionné. On voit très bien. On voit la fin de la manifestation avec des policiers ou des gendarmes qui ne sont pas casqués, ce qui est important dans l'image. Le casque qui renforce aussi l'agressivité. C'est-à-dire qu'on attaque plus facilement quelqu'un qui est cassé que quelqu'un qui ne l'est pas. Et puis, ça renvoie à cette image qu'avaient donnée les forces de l'ordre dans les Jeux Olympiques, je le rappelle, où on pouvait parler gentiment aux forces de l'ordre et tout s'était très bien passé. Donc c'est important aussi de revenir à ces images. Bien sûr. Et je pense qu'on a effectivement aujourd'hui quelque chose qui s'est, on verra la suite, mais quelque chose qui est bien tenu. À Lyon, il y a eu des heurts, je vous le disais, des commerces, du mobilier urbain vandalisé. On va écouter ce qui s'est passé. On va écouter aussi un commerçant dont le magasin a été attaqué, avec des fumigènes, des gens. Alors là, entièrement cagoulés de noir. Ça rappelle les Black Blocs, évidemment, Jean-Christophe Couvi. Un magasin attaqué. Et on va écouter ce commerçant. Et évidemment, il nous empêchait évidemment de faire notre travail. Écoutons le commerçant. J'étais tranquillement en train de préparer un petit barbecue en famille. Et donc, j'ai reçu des appels dans tous les sens. Là, on a 13 vitrines d'endommagées ou très endommagées. Ils sont rentrés dans l'un de nos bureaux, ils ont mis tous les ordinateurs par terre. On avait une œuvre d'art aussi, une sculpture qu'ils ont même sorti du bureau, qu'ils ont porté avec eux jusqu'à une place qui se trouve à 400 mètres d'ici. Via notre société, on aide plusieurs associations de sans-abri. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi on s'en prend. Nous, sûrement la méconnaissance des actions qu'on peut mener avec Sixième Sens. Mais oui, je suis très déçu. Voilà pour une association qui s'occupait des sans-abri et qui a été vandalisée. C'est ça, Eric No, la logique nihiliste de ces manifestants. Non, mais de toute façon, tout participe d'un système d'oppression. Donc, il ne faut pas le détail. Tout ce qui est plus ou moins officiel, vous dites association, il faut casser. Non, mais il y a un projet, c'est un projet nihiliste, mais ça reste un projet. Destruction. Absolument. Louis Dragnel. Non mais ça va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, ce qui m'a frappé dans cette manifestation, c'est de voir le nombre de revendications qui n'ont rien à voir avec le 1er mai. On a vu des gens donc pour la défense du Kurdistan, contre Erdogan, pour la libération des Tamouls, donc pour Gaza, ça on l'a beaucoup vu, Urgence Palestine, la défense des peuples autochtones, la défense des sans-papiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé vraiment de Blum et Jaurès à Gaza. Voilà, en fait, le 1er mai, c'est devenu ça. Et ce qui était une fête de défense d'intérêts sociaux, de classe sociale, des travailleurs, est devenu une manifestation ethnoculturelle, est devenu une manifestation antisémite et identitaire. Et ce qui est vrai, il y a une responsabilité politique. Alors, vous avez certes vu à l'image, pour les auditeurs d'Europe 1, il y avait un symbole avec le camion de la CGT cheminot qui était arboré du drapeau palestinien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même les syndicalistes, en tout cas certains d'entre eux, commencent à glisser dans cette dérive-là. Mais dès le début de la manifestation, moi je garde quand même cette phrase de Jean-Luc Mélenchon qui est revenu sur le concept d'islamophobie, il l'a défendu. Donc c'était son discours quand même pour lancer le 1er mai. Et ensuite, il a dit que le 1er mai est d'abord et avant tout un rassemblement antiraciste. Et par ailleurs, c'est aussi l'unité, c'est la célébration de l'unité des travailleurs. De son côté, Éric Coquerel a commencé la manifestation en attaquant Bruno Retailleau, en expliquant qu'il a tué symboliquement une deuxième fois Abou Bakar. Vous savez,
le jeune musulman qui a été assassiné devant une mosquée dans le Gard. Et il a dit qu'il a assassiné une deuxième fois Aboubacar quand il a refusé de recevoir sa famille car il n'avait pas de papier, ce qui est totalement faux puisque on peut le dire aux auditeurs et aux téléspectateurs, la famille d'Aboubacar Cissé sera reçue ce lundi au ministère de l'Intérieur par Bruno Retailleau. Donc on voit bien encore une fois, tout est prétexte pour politiser, tout est prétexte pour conflictualiser et on voit bien que la France insoumise qui est censée défendre des intérêts sociaux catégoriels, en tout cas c'est ce qu'elle essaye de revendiquer facialement de temps en temps, en réalité se sert de cette volonté en tout cas des syndicats de se mobiliser à des fins politiques pour cibler Bruno Retailleau et pour relayer des slogans antisémites sans le dire officiellement mais avec des drapeaux, avec Urgence Palestine, avec des collectifs qui globalement n'ont rien à voir avec la défense des travailleurs. 18h23, quelques tensions place de la Nation avec des policiers qui sont intervenus. On rejoint l'une de nos équipes. Que se passe-t-il exactement ? Écoutez, ici, ce que je peux vous dire, c'est que les forces de l'ordre ont dû reculer. Les manifestations ont sont venues et un petit peu à la confrontation contre ces forces de l'ordre qui ont été obligées de reculer. Il n'y a pas de violence, de gaz lacrymogène. Mais ce qui est assez frappant, c'est que à quelques mètres de ce blocage, on va dire, vous avez encore ce parc pour enfants avec ces enfants qui sont en train de jouer tranquillement. Alors ici, on peut entendre tout le monde déteste la police, ce genre de slogan, beaucoup de bruit, mais pour l'instant, aucune violence n'est avérée. Tant mieux, merci beaucoup. Et je me demande ce que peuvent penser nos téléspectateurs et auditeurs en province avec un parc pour enfants, les enfants qui jouent tranquillement et à côté tout le monde qui crie et tout le monde déteste la police. On est quand même... On nage en plein cauchemar. Gauthier Lebret. Je voulais dire deux choses par rapport à ce qu'a dit Louis. Déjà, Louis a cité Léon Blum. Il y a quelque chose de vertigineux. Parce que quand le père du Front Populaire a été déporté et qu'aujourd'hui le nouveau Front Populaire, qui emprunte évidemment à l'héritage de Blum, voit l'un des siens chassé par des militants d'extrême gauche au cri de sale sioniste, donc de sale juif. Enfin, il y a quelque chose d'absolument vertigineux, historiquement, me semble-t-il. Et dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, il dit que c'est la journée contre le racisme. Bon. Et il a écoutez juste les slogans. Je ne sais pas si... Le monde. Non mais c'est la provoque. Non mais vous vous rendez compte, ils se mettent devant la rangée de policiers et de gendarmes et écrivent tout le monde déteste la police. Ils viennent au contact en fait, c'est la fin de manif. C'est honteux. Ils viennent au contact, ils mettent les kéfiers, c'est la provoque. Ils viennent prendre un peu d'adrénaline et quand il y en a un qui va prendre une baffe républicaine, ça va les chouiner et après en disant regardez les violences policières. Mais c'est ça et en fait c'est vrai que ça devient insupportable. En fait. Michel Auboin. Un sera fait voler son scooter et qui va au commissariat. Et qui va aller, évidemment. Aidez-moi là. Ça veut jouer aux révolutionnaires et après ça va chouiner et pleurer et franchement c'est insupportable. Non mais c'est insupportable. Parce qu'en fait ils se trompent de combat à chaque fois. Mais vu qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas de combat en fait à défendre. Combat sociétal, ils s'en foutent. Enfin, comment voulez-vous qu'on règle la problématique de Gaza alors même qu'on est déjà incapable de régler notre déficit, on est incapable de faire le dégel des points d'indice pour les fonctionnaires, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut se remettre à hauteur d'homme. Hein. Alors, Catherine. Là pour presque pousser les manifestants à aller un peu agacer les policiers parce que ça fait des photos et pour eux c'est leur guerre du Vietnam. Maintenant il y a les réseaux sociaux donc il y a beaucoup de gens qui filment. Eux en direct, ils font des lives. Gauthier, on vous avait interrompu, pardon. Non et puis inutile de rappeler que 70% des Français, même plus, soutiennent les policiers, donc tout le monde ne déteste pas la police dès qu'on quitte l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon, il y a une phrase vraiment qui m'a saisi dans son discours ce midi. Il a dit la chose suivante, que tous les Gazaouis sachent que nous sommes de tout corps avec eux. Jusque-là, pas de polémique. Je jure que nous jugerons les criminels de guerre quand nous aurons un gouvernement insoumis. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Parce que c'est pas lui qui va juger Benyamin Netanyahou. Non. Il parle pas de Benyamin Netanyahou. Il parle des Français donc. On est bien d'accord. Le gouvernement insoumis qui jugerait des Français. Donc les tribunaux populaires. Exactement, parce qu'il n'y a pas de criminels de guerre en France. En fait, il n'y a personne qui a participé de près ou de loin à la guerre à Gaza. Le Hamas et Israël. Donc ça veut dire que tous ceux qui auront critiqué la France insoumise, qui auront soutenu Israël dans son droit de se défendre, dans son simple droit à exister, pourraient se retrouver devant un tribunal populaire si Mélenchon arrive au pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Éric Nolot. C'est la révolution là qu'on nous promet, la terreur. C'est dingue. De toute façon, chaque jour, c'est un peu plus. Non, mais il faut bien se mettre en tête que les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et Éric Coquerel, que vous avez cités l'un et l'autre, s'adressent à un peuple de substitution. Le peuple de substitution que le cercle de réflexion Terra Nova a appelé de ses voeux, c'est-à-dire
Exit l'ouvrier, le prolétaire, maintenant c'est les populations issues de l'immigration. Et on a le choix, hein. Vous avez cité les Tamouls, Gaza, enfin il y a tout, les minorités, tout ça. Les minorités, plus l'extrême gauche, plus les casseurs. Donc c'est un peuple de substitution dont il espère soit qu'il le portera au pouvoir, soit qu'il créera un chaos suffisant pour lui donner la prééminence. Et c'est à lui qu'il s'adresse. Il ne s'adresse plus à la France, il s'adresse à une France de substitution. Bien sûr. Et là, une de nos envoyées spéciales nous dit qu'il risque d'y avoir des tensions. Les pierres qui étaient rangées dans les sacs sont en train d'être ressorties. Catherine Ney, on est sur un basculement, en fait, de ce type de manifestation. C'est toujours ça. Tout s'est bien passé, puis il y a toujours quelques trublions qui veulent pouvoir accrocher ça à leur... En tous les cas, c'est la crainte toujours de la police. Voilà. En fait, c'est les vieilles idées aussi. Oui. Les vieilles idées anarchistes, en fait, ça veut dire que vous provoquez la violence pour que derrière, il y ait c'est l'effet miroir, que l'État utilise de la violence, et là, vous pensez agglomérer les masses en disant, regardez, l'État fasciste, il faut qu'on se révolte, etc. Mais ça fait depuis le 19e siècle, c'est comme ça. Donc on voit bien que ça n'a jamais marché d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu je connais pas beaucoup d'États anarchistes là, en ce moment. Donc en fait, on voit bien que personne n'en veut, à part, encore une fois, quelques enfants gâtés, qui n'ont jamais manqué de rien et qui ont envie d'avoir leur guerre. Vous les voyez dans les commissariats, c'est assez peu des enfants, oui, on les voit, des milieux c'est populaires. Très rare. Mais il n'y a pas de chômeurs, je suis désolé. C'est ou des étudiants ou des fils d'eux. Et donc ils s'inventent les Black Bourges. Les Black Bourges. Mais il n'est pas loin de la vérité parce que c'est tout à fait ça. Et donc il leur faut de l'adrénaline, c'est leur combat de génération. Toutes les générations ont eu leur guerre du Vietnam, d'Indochine, etc. Ben là c'est ça. Et il faut qu'ils s'inventent une cause. Et ils n'ont jamais mis un pied ni en Palestine ni en Israël, mais par exemple ils vont prendre le conflit israélo-palestinien en exemple. Bon, ben c'est le Yémen, c'est plein de choses, mais qu'ils aillent ailleurs aussi. Moi je les vois pas aller en Afghanistan. Ils devraient y aller d'ailleurs parce que là-bas les femmes elles attendent que justement on les délivre. Bien sûr. Louis de Ragnel. Non mais c'est intéressant ce que dit Jean-Christophe Couvi parce que pour les auditeurs d'Europe 1, quand on observe la sociologie, la typologie de la manifestation, c'est un public extrêmement jeune qui utilise ce prétexte de la défense du travail, des conditions de travail pour manifester. Et il y a un vrai paradoxe si réellement ces personnes-là défendaient le travail. C'est-à-dire que je pense que la plupart d'entre eux ont une expérience professionnelle extrêmement limitée, voire pas d'expérience professionnelle. Donc ils s'en servent. Les antifas, vous seriez surpris. Ah oui, il y a une école de formation à l'éducation nationale, vous voulez dire? Non, vous rigolez. Vous avez des banquiers, vous avez des gens parfaitement insérés dans la vie. C'est vrai. Non, quand on les découvre et qu'ils passent au tribunal, vous rigolez. C'est souvent les Black Bourges, comme les appelait Gérald Darmanin. Ils sont insérés, ils gagnent de l'argent. Ils ont un statut social. Ils ont un statut social tout à fait avantageux. Là, on a plus l'impression de voir des Jean Moulin en carton que de voir des avocats d'affaires qui sont en train de jeter des pavés sur les policiers. Ça existe, c'est tout ce que je dis. Ça existe aussi, c'est vrai. Et on a donc cette manifestation. Jean-Luc Mélenchon, vous citez ses propos, Gauthier Lebret, il a aussi appelé à faire tomber le gouvernement dans un discours qui était plein de rage avant le départ de ce cortège parisien. Donc on est en pleine sédition, Catherine. C'est le but. Oui, mais lui, il voit le calendrier 2027, c'est tard pour lui. Donc, s'il pouvait vraiment créer le chaos, et puis dans son rêve, faire tomber le Premier ministre, puis après la démission du président, il était pressé, c'est ce qu'il disait il y a 2 mois, puis il voit que les choses traînent, ça l'agace. Et donc, s'il pouvait hâter l'échéance, parce que voilà, c'est une question de momentum. Parce qu'évidemment, si vous l'avez un jour sur un plateau, Laurence. Qui Jean-Luc Mélenchon. Oula. Oui. Je le souhaite, il est invité quand il veut. Et que vous lui posez la question, vous avez appelé à faire tomber le gouvernement, il vous dirait, mais vous avez mauvais esprit à le faire tomber, mais évidemment, à l'Assemblée nationale, en votant dans la les censure urnes, de Bayrou, dans les urnes. Mais il y a l'ambiguïté, faire tomber le gouvernement. Je vous rappelle qu'il y avait certains des siens qui appelaient à marcher sur Matignon. Un certain Adrien Quatennens, me semble-t-il, dont on n'entend plus beaucoup parler pour des raisons personnelles suite à son retrait de la vie politique. Mais ça a toujours existé chez LFI et maintenant c'est une accélération jour après jour, de flirter comme ça, et d'ailleurs maintenant c'est plus que du flirt, avec toutes les limites et de souhaiter le chaos. Parce que la stratégie en fait c'est la suivante, c'est espérer un second tour avec Marine Le Pen ou désormais Jordan Bardella, puisqu'il y a les ennuis judiciaires pour Marine Le Pen. Là, ils savent bien, à l'heure où on se parle, c'est pas eux qui gagnent, c'est le RN. Et ensuite, c'est l'insurrection, parce qu'on mobilise tous les quartiers, on mobilise toute la gauche contre Marine Le Pen. On espère qu'elle tombe et de prendre le pouvoir ensuite. C'est ça le scénario. Loin, quand vos idoles sont Robespierre, Lénine
et les révolutionnaires sud-américains. Est-ce que vous pouvez me dire par quels moyens ils sont arrivés au pouvoir? Comment ils sont arrivés au pouvoir? Écoutez, la révolution est dans leur tête. C'est leur fantasme, ce sera leur grand soir. Ils veulent la révolution et parvenir au pouvoir par des moyens révolutionnaires. Et on voit tout ça, cette radicalité, c'est une radicalité révolutionnaire. C'est très cohérent et inquiétant. Guillotine et goulag. Et oui, bien sûr. Quand on regarde les exemples. Et tout à l'heure, j'écoutais, c'était très marrant quand il parlait du triangle rouge. En fait, triangle rouge, c'était une invention américaine. Donc, l'anti-Trump, c'était en 1886, c'était effectivement les ouvriers américains qui demandaient les 3-8, entre guillemets. C'était les 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Et donc, il utilise dans son discours, il fait un amalgame de tout. Et c'est vrai qu'en fait, quand vous êtes jeune et vous comprenez pas ce qu'on vous dit, c'est un peu la méthode TikTok, et qu'on vous donne, c'est la vérité, c'est comme ça, je le dis, etc. On le voit. Mais effectivement, les jeunes peuvent s'agréger à ça. Mais quand vous regardez un peu, vous avez un peu de culture et un peu de curiosité intellectuelle, je les engage à aller lire un petit peu quelques bouquins et ils verront qu'il y a beaucoup de bêtises. 18h33, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On vit la fin de ce cortège du 1er mai qui était censé être dédié aux travailleurs, mais qui a été émaillé de plusieurs incidents. On va rejoindre l'une de nos équipes, place de la Nation. Que se passe-t-il? Les manifestants commencent à quitter la place? Oui, Laurence, quelques manifestants qui quittent la place, mais une présence quand même toujours importante, puisque bien sûr il y a quelques stands de restauration, donc les manifestants en profitent. Les forces de l'ordre sont positionnées, comme vous le voyez sur ces images. Et puis pour expliquer à nos auditeurs d'Europe 1, les forces de l'ordre sont positionnées en ligne à chaque rue, à chaque artère de cette place de la Nation. Et puis d'autres effectifs sont positionnés en renfort en cas d'intervention humaine lors de cette dispersion. Et évidemment les véhicules des forces de l'ordre, de la gendarmerie, mais aussi de la police qui attendent en cas d'interpellation, en cas aussi d'évacuation, puisque la présence des véhicules peut permettre aux manifestants de quitter un peu plus vite la place, de quitter les lieux. On nous a expliqué du côté des forces de l'ordre que la dispersion se fera en 2 temps. D'abord un retour et un rétablissement de la circulation, puisque une présence des véhicules, des voitures pourra permettre aussi à ce que les manifestants regagnent les bouches de métro, regagnent leur domicile, et ensuite, si besoin, une intervention humaine. Mais on est vraiment sur cette logique, cette stratégie voulue par Laurent Nunez de tout au moins observer, d'être là, de montrer qu'il y a du bleu sur place, mais de ne pas aller au contact pour éviter les provocations, puisque ici, il y a quand même des individus qui sont très alcoolisés. Certains s'adonnent à insulter les forces de l'ordre, mais aucune tolérance pour les dégradations et les insultes. Merci beaucoup pour ces précisions, Michel Auboin, effectivement. Et je le dis pour nos auditeurs, les policiers n'ont pas leur casque sur la tête, ils ont leur calot, ils ne sont pas dans une posture, encore une fois, de réponse à des agressions, même s'il y a des provocations. On a entendu et vu beaucoup de manifestants crier « tout le monde déteste la police ». Là, on a une jeune femme très stoïque face à un manifestant qui vient de faire une provoque. C'est pas facile de garder son sang-froid. C'est leur métier, mais c'est pas facile. Oui, non, c'est très difficile. Sur le terrain, c'est toujours assez difficile parce qu'effectivement, la tension monte et ce qui est compliqué, d'ailleurs, c'est le moment même, c'était dit tout à l'heure, c'est le moment même où, en fait, il faut bouger, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même bouger, repousser les assaillants, interpeller, etc. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais ce qui est vrai, c'est que, bon, alors, les policiers font un métier qu'ils aiment aussi, hein, je veux dire, ils souffrent beaucoup, mais ils servent la République avec honneur. Donc, il faut prendre beaucoup sur soi, et puis le dire, parce que c'est admiratif, parce que là, la provocation pour les auditeurs d'Europe 1 de cette femme là qui passe et qui repasse devant le rang de policier. Écoutez, on se dit à un moment, un énergumène qui a des oreilles de lapin. C'est vrai qu'on a juste envie d'aller mettre une claque et ça n'arrivera jamais. Et est-ce que je peux rajouter un mot? Vous pensez que ce soir ils vont rentrer chez eux, ces femmes et ces hommes tard, et qu'ils vont retrouver leur famille, et que souvent c'est dans la famille que la décompression se fait. Donc il faut aussi remercier les femmes et les hommes, puisqu'il y a des femmes qui ce soir vont accueillir leurs conjoints et qui vont les reprendre en charge. C'est pas facile.
Ouais, c'est pas simple hein, quand on voit ces provocations. Ah non, mais c'est un sacerdoce. Hein, je peux vous dire qu'il y en a certains. Garder son calme. Moi, je mets au défi d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques qui nous donnent des conseils, plein de choses. Mais venez avec nous. Mais ils sont tournez. beaucoup moins calmes que les policiers. Mais il y en a qui sont venus. Alors l'expérience a été. C'est Jérôme Durin. Et c'était intéressant parce qu'ils ont trouvé ça épouvantable. Déjà, ils étaient épuisés de marcher autant. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais les policiers et les gendarmes marchent parfois 17-20 km pendant une journée. Avec 20 kilos. Hein. Avec 20 kilos effectivement sur le dos. Vous prenez parfois des pluies de boulons, de l'acide, je vais être un peu grossier, mais aussi de l'urine parfois, des choses vraiment dégoûtantes. Vous vous faites insulter et il faut être extrêmement résilient. Moi, je me souviens quand même pendant les Gilets jaunes, la crainte absolue, c'était qu'un policier sorte son arme et utilise donc une arme létale. Ça n'a jamais eu lieu. À chaque fois, les policiers et les gendarmes ont fait usage de leur arme de force intermédiaire, c'est-à-dire le LBD. Ils l'ont sorti parfois. Ils l'ont sorti, mais ils n'ont jamais ouvert le feu. Et vous savez, il y a eu tout un débat, les armes de force intermédiaire, le LBD, c'est pas bien. Eh bien, en fait, le LBD est extrêmement précieux dans l'intérêt d'ailleurs des manifestants, d'abord et avant tout, puisque précisément les armes de force intermédiaire servent à avoir une arme qu'on peut utiliser entre la main et le coup de feu qui est mortel par nature. Il y a eu beaucoup de blessés aussi. Oui, mais après les tirs de LBD, des éborgnés. Et c'est vrai que très souvent il y a des débats un peu simplistes avec des gens des manifestants qui se disent il faut supprimer le LBD. En réalité, cette arme protège d'abord et avant tout les manifestants. En fait, il faut on a un mauvais souvenir, des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes n'étaient pas des gens qui avaient l'habitude de manifester. Et clairement, beaucoup de gens qui venaient de province, qui n'avaient jamais manifesté. Moi, je suis allé dans quelques manifestations voir. Donc, évidemment, ça dérapait partout. Peut-être que la stratégie, la doctrine utilisée par le préfet de police de l'époque n'était pas tout à fait adaptée à ce type de public. On a eu beaucoup de débordements. Objectivement, depuis les Gilets jaunes, on est revenu dans un cadre qui est plus normal avec une doctrine d'usage qui fonctionne. Parce que le cadre de l'époque était un cadre figé. Et là, on voit bien, l'objectif, c'est d'être dynamique, de continuer de maintenir à distance le plus possible les manifestants. Et dès qu'il y a le moindre feu de poubelle, vous voyez, il y a toujours des toutes petites équipes de policiers et de gendarmes qui vont extraire le manifestant, qui vont le tirer derrière les lignes des policiers et des gendarmes pour ensuite le placer en garde à vue. C'est efficace. Et ça, pour le coup, c'est une technique qui a évolué depuis les Gilets jaunes. On a Arthur Delaporte qui est en ligne avec nous, député PS du Calvados. Bonsoir à vous, monsieur Delaporte. On a vu ces images des militants socialistes qui ont été insultés, attaqués, pour certains, Jérôme Guedj aussi. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé aujourd'hui, monsieur Delaporte? C'est une condamnation absolue de ces attaques. Je veux dire, quand on va manifester le 1er mai, c'est qu'on soutient la cause. Et aujourd'hui, en fait, on a une bande d'individus qui finalement nuisent à la cause que nous défendons collectivement. Donc la réponse du Parti socialiste est extrêmement claire. Il faut, face à ces Black Blocs, la plus grande fermeté. Nous avons d'ailleurs déposé plainte, les différents députés notamment, mais aussi, je pense, moi, au jeune homme qui a été à l'hôpital de blessures légères, mais voilà, et surtout à ces militants qui sont choqués. Moi, je remercie évidemment les membres du service d'ordre du Parti socialiste qui ont protégé les manifestants dans leur droit de manifester. Et je tiens aussi à dire que finalement, cet événement grave ne doit pas faire oublier l'ambiance bon enfant dans laquelle se sont tenus la plupart des rassemblements aujourd'hui. Pour ma part, j'étais à Caen et ça s'est vraiment très bien passé et tout allait bien. Olivier Faure était lui-même à Dunkerque aux côtés des salariés d'ArcelorMittal. Mais vraiment, ce type d'événement, on n'en veut pas dans les manifestations. Et je crois par ailleurs que la plupart des manifestants non plus. Oui, bien sûr, vous avez raison, monsieur Delaporte. On a entendu des slogans terribles contre les socialistes. Tout le monde déteste le PS. Cassez-vous, collabos. Ce ne sont pas des slogans anodins. Ils sont faits pour heurter. Jérôme Guedj, une fois de plus, a été pris pour cible. Est-ce que ça, encore une fois, c'est vraiment dirigé contre lui ou pas, pour vous? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le Parti socialiste dans son entier qui est attaqué quand Jérôme Guedj ou l'un de ses membres l'est. Et donc, voilà, tous mes collègues qui étaient présents, les manifestants qui étaient présents ont toute notre solidarité. Et les idiots utiles qui s'en prennent à nos membres n'ont pas compris pourquoi nous étions présents aujourd'hui. Nous étions présents aujourd'hui parce que nous défendons l'intérêt des travailleurs. Et s'il y a une bande d'imbéciles qui pensent le contraire, eh bien, ils peuvent le garder pour eux. Ils peuvent le penser s'ils ont le droit, mais en tout cas, ils n'ont pas à nous agresser, à nous insulter ou à violemment
s'en prendre à nos membres. Voilà, c'est un principe simple, c'est un principe républicain, le droit de manifester. Et encore une fois, je redis toute ma solidarité à mes collègues qui étaient présents et notre organisation est d'un soutien à leur égard qui est sans faille. Il y a eu des discours très politiques aussi, monsieur Delaporte, notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, le 1er mai est antiraciste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et puis monsieur Coquerel aussi, qui a dit que Bruno Retailleau a tué symboliquement une deuxième fois Aboubacar Cissé. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, pour dire que le 1er mai est un rassemblement qui défend les droits des travailleurs et les valeurs universelles de ceux qui défendent les droits des travailleurs, oui, c'est évidemment un événement qui est antiraciste au sens où il défend tous les travailleurs. Après, sur la question d'Aboubacar Cissé, permettez-moi de dire que je ne partage pas la manière dont M. Coquerel s'est exprimé à l'encontre du ministre de l'Intérieur. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le ministre de l'Intérieur a tardé à prendre la mesure de ce qui s'était produit vendredi dernier, d'une attaque d'une mosquée avec un caractère islamophobe évident. Et donc, voilà, moi, j'ai regretté profondément le retard à la détente d'un ministre de l'Intérieur souvent prompt à prendre position plutôt contre les musulmans que quand il s'agit de les défendre. Est-ce que la cohabitation entre le PS et les forces de gauche qui étaient présentes dans ce cortège est menacée à terme pour vous? Vous voyez bien que ce n'est pas les forces de gauche qui s'en sont pris aux militants aujourd'hui. C'est des individus, des Black Blocs. Moi, je retiens aussi, à côté de cela, la belle image qui a été offerte par Marine Tondelier, par François Ruffin, par Olivier Faure, Boris Vallaud, Nicolas Meyer-Rossignol, qui défilaient côte à côte dans les rues de Dunkerque pour soutenir les salariés d'ArcelorMittal. Vous voyez, la gauche, elle sait s'unir quand il s'agit de défendre les droits des travailleurs. Aujourd'hui, ceux qui ont fait cela ne peuvent pas se revendiquer des valeurs de la gauche, qui est par nature dans l'idée que l'union fait la force et pas la division, parce que ceux qui aujourd'hui font ces images nuisent, entachent toute la manifestation. Merci Arthur Delaporte, député PS du Calvados, voilà pour ces séquences navrantes qui ont mis les militants socialistes aux prises avec des manifestants. On verra, il y a des plaintes qui sont déposées, peut-être des interpellations, on verra quelle est l'identité effectivement de ceux qui ont agressé les militants PS et on verra peut-être qui sont-ils, Éric Nolot. Parce qu'ils sont animés par quoi? Qu'est-ce qu'il faut à M. Delaporte pour sortir? Moi, je suis sidéré. Qu'est-ce qu'il faut à M. Delaporte pour sortir de la chèvre et du chou, de ménager l'un et l'autre? M. Guedj est dominé par sa culture. Dixit M. Mélenchon. C'est-à-dire, M. Guedj, c'est un problème qu'il soit juif en tant que tel. Qu'est-ce qu'il faudra? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il fera partie des personnes qu'il faudra juger pour complicité de crimes de guerre si les LFI arrivent au pouvoir? C'est ça qu'on entend. Et M. Delaporte nous dit, mais oui, oh là là, mais voyez, quand on est unis sur l'essentiel, et puis en effet, M. Retailleau, c'est pas vrai. Retailleau, dans cette affaire, n'a pas commis de faute, c'est faux. Donc en fait, il ne veut pas prendre la mesure parce qu'il y a toujours la gamelle en arrière-plan. C'est plus l'épée de Damoclès, c'est la gamelle de Damoclès. Eh bien, ils en paieront les conséquences puisque la Révolution mange ses enfants. Ils sont en train de les manger un par un. Ce sera le tour de M. Delaporte un jour qui servira de cible aux mêmes personnes qui finalement il défend. À ceux qui pensent qu'une nouvelle alliance entre la France Insoumise, les écologistes et le PS et les communistes n'est pas possible, il suffisait d'écouter Arthur Delaporte à l'instant avec vous, Laurence. Tout était dit. C'est pas la France Insoumise qui est responsable, c'est pas les camarades de gauche, c'est les Black Blocs. Ça n'a aucun lien. Il n'y a eu aucun climat alimenté par LFI pour en arriver là. Rien du tout. Donc, ce qui va se passer au congrès du PS, c'est déterminant. Il y a une ligne très claire qui est celle de Nicolas Meyer-Rossignol contre une nouvelle alliance avec LFI. Puis il y a la ligne d'Olivier Faure. Il a beau dire le contraire très mollement sur France Inter le matin, personne n'y croit. Le seul calcul qu'ils feront, ce sera un calcul arithmétique. S'ils ont plus de sièges avec LFI, ils iront. Si LFI est devenu trop indésirable, voilà, trop radioactif et qu'ils voient dans des enquêtes que s'ils font l'alliance avec eux, ils perdent des sièges, ça n'aura pas lieu. Mais si évidemment ça leur est profitable, demain ils y retournent. Bien sûr. En fait, ils l'ont fait aux dernières élections législatives. Et vous vous souvenez de Raphaël Glucksmann qui se contorsionnait dans tous les sens pour expliquer le 1er mai dernier s'est fait sortir comme M. Guedj. Très bien, mais à la fin, il a quand même appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Enfin, vous voyez, Gauthier Lebret a raison, il y a toujours une ambiguïté. Et Jean-Luc Mélenchon profite de cette ambiguïté. Et c'est pour ça qu'en réalité, l'équation à gauche est insolvable tant que vous n'avez pas une vraie rupture profonde, nette. Catherine Ney.
Mais en attendant, quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Voilà. Oui, et donc c'est une phrase définitive. On a toujours évidemment cette manifestation qui est en train de se terminer, place de la Nation. Je ne sais pas si on a l'un ou l'une de nos envoyés spéciales ou spéciaux qui nous raconte un tout petit peu ce qui se déroule. Ça y est, on est vraiment en fin de cortège. Les manifestants se dispersent. Quelques drapeaux palestiniens encore à l'horizon. Exactement, ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'il y a moins de monde sur cette place. Beaucoup de personnes qui commencent à quitter ces cortèges, à quitter cette place. Il y a quand même encore pas mal de personnes qui sont allongées sur l'herbe, qui sont toujours présents sur place, jouent de la musique. On a pu voir aussi des personnes avec des enfants, des personnes même avec des chiens. Alors ici, pour l'instant, c'est une ambiance particulièrement calme. Il peut y avoir de temps en temps des petits mouvements de foule, mais rien de très alarmant ici sur cette place. Merci beaucoup. Effectivement, on sent qu'on n'est pas dans un moment de grande tension. Michel Auboin, que ce cortège a été très maîtrisé par les forces de l'ordre. Je crois qu'il faut qu'on salue le dispositif aussi. Et puis, il y avait finalement peut-être assez peu de ce qu'on appelle les Black Blocs qu'ils avaient peut-être renoncé à venir. Pour l'essentiel. À Paris, sans doute, oui, à Paris, sans doute. Moi, je suis toujours plus inquiet, d'ailleurs, de ce qui se passe en province, parce que c'est vrai qu'à Paris, d'abord, techniquement, Lyon, ça a été très violent. Point, y compris la géographie parisienne, hein, parce que on connaît les artères où ils vont passer, etc. Tout est quand même très... C'est beaucoup plus compliqué d'assurer le maintien de l'ordre dans une ville comme Nantes, par exemple, où c'est extrêmement violent. Vous avez une extrême gauche qui est renforcée par les zadistes, hein, qui est présente sur la ville de façon permanente, et des forces de police qui ne sont pas aussi nombreuses qu'on peut l'avoir en proportion, aussi nombreuses qu'à Paris. À Lyon, Louis, il y a eu plus de dégâts qu'à Paris. Oui, c'est intéressant, ça confirme ce que disait à l'instant Michel Auboin. À Lyon, donc 6500 manifestants avec plus de 200 casseurs. Bon, il y a eu 3 interpellations pour port d'armes prohibées. Alors quand on dit armes, ce sont des gens qui sont venus avec des couteaux à la manifestation. Alors vous savez, parfois c'est des armes par destination, une chaise, un caillou, une boule de pétanque. Là, ce sont des couteaux. Donc une agence immobilière a été taguée, plusieurs slogans, tout le monde déteste la police, ont été entendus. Et puis il y avait la présence du mouvement de la jeune garde. Le mouvement qui doit être dissous, non? Oui, exactement. Bruno Retailleau a annoncé son intention de dissoudre le mouvement. Ce mouvement était présent presque officiellement à la manifestation, donc on voit bien que c'est une volonté de provoquer l'État, de provoquer le ministre de l'Intérieur en étant présent. Et puis il y avait évidemment donc le député LFI Raphaël Arnaud qui était là. On voit bien que l'objectif vraiment c'est de créer, de tenter un rapport de force avec l'État, de tenter un rapport de force avec Bruno Retailleau. Donc voilà, ça rend pas la tâche facile pour les policiers et gendarmes qui font le maintien de l'ordre. Non mais bon, cette jeune garde, quand encore une fois les insoumis vont chercher leurs députés dans les rangs de la jeune garde antifasciste, accusés et condamnés en première instance pour avoir molesté des militants qui ne pensaient pas comme eux, ils ont fait appel, donc présumés innocents, mais enfin bon, tout le monde connaît évidemment leur méthode. Quand LFI choisit ses députés dans les rangs des antifas, bon bah vous avez tout compris. Et entendre et des fichiers S, évidemment, et entendre. Et puis c'est quand ils vont pas soutenir un islamiste en garde à vue comme Elias Dimzalen. Peut-être qu'un jour ils lui donneront une circonscription dans tel ou tel coin de France. Il pourrait sans doute être élu avec un score avantageux. Donc quand on voit ça à la France insoumise, comment on peut avoir encore un député PS alors que son stand s'est fait retourner par les Black Blocs, nous expliquer en direct que ça n'a aucun lien avec LFI. Que dire de cela? Que dire de cela que un ancien président de la République a accepté une telle alliance, qu'un ancien Premier ministre a appelé à voter pour eux? C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le cas Raphaël Arnaud, il était face à une députée RN sortante qui n'a pas fait l'ombre d'une polémique. Je sais qu'il y a des candidats RN qui ont fait polémique pendant les législatives. Là, ce n'était pas le cas. Et bien donc, vous choisissez l'antifa, si vous suivez l'appel de Gabriel Attal, s'il faut choisir entre les deux. Donc moi, j'ai envie de savoir...
au prochain coup si on a les mêmes alliances, les mêmes appels au vote. Parce que c'est ça, au bout d'un moment, je pense que vous ne le saurez pas. Malheureusement, vous ne le saurez pas parce qu'ils vont entretenir le flou jusqu'au dernier moment. On finira par le savoir. Et que les alliances se noueront au moment des législatives. Sûr d'une chose, ça ne se jouera pas sur les convictions. Hein. Non. Ça se jouera sur les intérêts. Voilà. Donc ça, c'est la seule certitude. Alors, il y avait aussi, Catherine Ney, cet après-midi, les meetings à Narbonne de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui chacun ont pris la parole. On va évidemment garder un œil sur ce qui se passe place de la Nation, parce que c'est la fin du cortège. Voilà, Marine Le Pen qui